tous, vous êtes sur ESAE Télévision, c'est le monde en 52 minutes. L'actualité internationale, ça se décrypte ici, maintenant et tout de suite. En Afrique, qu'est-ce qui justifie le rejet de la France au niveau du continent africain? Au niveau du vieux continent, en Hongrie, réunie à Budapest, l'Europe a tenté de sauver la face après le retour de Donald Trump. Et nous allons terminer par le Moyen-Orient. Au Qatar, Israël et Hamas doivent suspendre la médiation. Pour en parler, j'ai avec moi cet après-midi Morgana Sogba-Metonji, bonsoir. Bonsoir Tatiana. Vous êtes consultant en géopolitique. En effet. Et vous avez également un centre de formation, très rapidement. Dites-nous de quoi ça retourne. Il s'agit de l'Académie géopolitique qui renforce les capacités des jeunes qui aspirent à la maîtrise de la sphère des relations internationales, de l'analyse et de tout ce qui est relations diplomatiques. Vous avez un événement en vue, c'est ça? Naturellement, il y a la conférence des jeunes diplomates qui va se dérouler les 3 et 4 décembre de cette année, où il s'agira de simuler le Conseil de sécurité des Nations Unies avec des États comme le Mali, le Sénégal, le Niger, qui seront de la partie comme États invités, où on aura des jeunes qui viendront d'un peu partout de l'Afrique de l'Ouest et des autres pays. Il y en a qui se sont inscrits depuis la France qui feront partie de cette simulation. Et nous avons le soutien d'un ensemble de personnalités comme de l'ambassadeur, représentant permanent de la CEDEAO, résident au Bénin, qui a accepté de nous accompagner dans cette initiative. De toutes les façons, nous serons certainement de la partie avec vous. Ce sera un plaisir. Alors, cet après-midi, en Afrique, qu'est-ce qui justifie le rejet de la France au niveau du continent africain? Autrefois adulé par les Africains, le pays de Marianne est désormais vomi depuis quelques années. Alors, c'est pas le pays qui est vomi en soi. Et c'est ce qui permet à certains experts de préciser qu'il n'y a pas de sentiment anti-français en Afrique et particulièrement en Afrique de l'Ouest, mais qu'il y a plutôt une fatigue générale qui se manifeste par le rejet du système de coopération que la France a établi, parce que lorsque ce système a pris le temps d'être mis en place et mis en œuvre avec toutes les observations, et pendant toutes ces années, on s'est rendu compte que seule la France a pu réellement tirer partie de ce système. Et ce constat n'est pas venu que des Africains. On a eu des leaders français comme le président Chirac qui n'a pas manqué d'attirer l'attention. L'ami de l'Afrique. Oui, après qu'il ait quitté quand même le pouvoir, qui n'a pas manqué de dire que la France a exploiter l'Afrique, à utiliser les ressources africaines, mais que l'Afrique, au bout du compte, n'a rien gagné. On a aussi récemment un livre écrit par Bourgi qui souligne quand même, qui montre à quel point la relation France-Afrique oui, mais toutes ces personnalités, c'est le médecin après la mort. Vous savez, on ne va pas les appeler médecins après la mort. Et ils ne sont même pas médecins, techniquement. C'est une façon de parler. Je comprends. Et c'est dans cette façon de parler que je dis qu'ils ne sont pas médecins, parce qu'ils ne viennent pas soigner l'Afrique. Ils se retrouvent à un moment de leur vie où ils sont en train de se battre avec leur conscience par rapport à un certain nombre de choses. Même le président Chirac, c'était pas en plein exercice du pouvoir qu'il a fait cette déclaration. Mais c'est lorsqu'il s'est retrouvé à un point donné de sa vie où il est obligé de réfléchir et d'apprécier tout ce que son leadership a été pendant toutes ces années, qu'il s'est rendu compte que dans le fond, il n'y a pas eu de coopération avec l'Afrique, mais il y a une sorte d'exploitation assez prononcée qui fait que les Africains ou le leadership africain, lorsqu'il se rend compte de façon effective et que les peuples africains aussi soutiennent ce mouvement, ils comprennent tout de suite qu'il faut arrêter cette relation et redonner une direction différente à cela, une direction où chaque partie sort gagnant-gagnant. Maintenant, la question est, est-ce que c'est possible toujours avec la France? Apparemment, la plupart de ces pays refusent de continuer la coopération, même s'il y a certains pays qui sont toujours dans une dynamique de coopération. Alors justement, vous avez dit que certains estimaient qu'il n'y a pas un sentiment anti-français au niveau de l'Afrique, mais lorsque on voit un peu les manifestations, tout ce qui se
se déroule au niveau de certains pays africains, on a comme l'impression que c'est vraiment, on fait face à un sentiment africain. À moi de vous demander, est-ce que ce sentiment anti-français est soudain ou alors il a toujours été latent? Bon, déjà, je partage le point de vue qui met en relief le fait qu'il n'y ait pas de sentiment anti-français. Pourquoi? Parce que déjà, même au jour d'aujourd'hui, où cette émission est en train de se dérouler, il y a des Français qui vivent dans ces pays et qui ont des intérêts et qui continuent de veiller au grain par rapport à leurs intérêts et qui ne sont pas menacés dans la pratique. Mais il y a une fatigue générale et une désolation par rapport au système de coopération de façon générale entre la France et la plupart de ces pays. Donc, c'est un ressentiment qui a toujours existé. Et quand vous remontez dans l'histoire, vous voyez quand même déjà à l'époque de Sékou Touré, des déclarations assez fortes qui mettaient en relief le fait que la relation entre la France et la plupart des pays africains était une relation où ces pays étaient perdants. Vous avez des discours et des situations de conversation entre Yadema et le dirigeant français, je pense que c'était Mitterrand à l'époque, où il a été dit de façon plus ou moins claire que Yadema devrait connaître sa place et ne devrait pas se lancer dans une dynamique de confrontation avec les réalités que le système France-Afrique imposait. On parle aussi d'Olympio, on parle de plein de situations qui ont montré d'une certaine façon assez claire que depuis le départ, il y avait des négociations, mais pas des négociations qui venaient à mettre en relief la possibilité pour les parties engagés dans ces négociations de sortie gagnant-gagnant. Mieux, il y a ce qu'on appelle les accords secrets qui ont été révélés au grand jour avec l'avènement de la nouvelle technologie, où on se rend compte que lorsque vous prenez ces accords et vous les lisez, vous vous rendez compte que ce n'est pas constructif. C'est à un seul sens où la France se permet même de s'ériger en tant que partenaire exclusif des pays africains concernés et donc qui détermine même les conditions de coopération, que ce soit sur le plan économique, politique et même social, parce qu'on a vu à quel point la France a voulu à un moment donné considérer la plupart de ces pays comme étant même des territoires français ayant une sorte de nationalité française, je ne dirais pas la nationalité française, une sorte de nationalité française qui les oblige à promouvoir la culture de la France. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on voit encore des éléments de cette culture qui continuent de tourner sur le système international. Alors, dites-moi un peu en tant que consultant géopolitique, pourquoi ce rejet de la France en Afrique s'exprime plus au niveau de sa politique? Pourquoi? Parce que tout part de la politique. Et cela vient encore confirmer que ce qui fait problème, c'est le système, mais ce n'est pas la France comme pays, ce sont pas les Français comme population, mais c'est le système qui a été établi. Et ce qui est très, je vais pas dire réconfortant, mais qui montre que la colère et le mécontentement des Africains est fondé. On a entendu le président français actuel, lorsqu'il a invité la jeunesse africaine à Paris, reconnaître devant cette jeunesse africaine, lorsqu'il s'agissait de sommet. Oui, mais ça fait quoi? Ça fait quand même 2 ou 3 ans, mais la donne n'a pas changé, la donne est toujours pareille. Donc, justement, on a comme l'impression que ça entre par là et ça sort par là. C'est une impression qui a tout son sens, mais qui n'est pas pragmatique. L'impression a tout son sens parce que en matière de... lorsque vous voulez changer un système, ça prend du temps. Parce que lorsque vous construisez un système, ça prend du temps. Ici, on parle d'un système qui a duré plus de 50 ans, voire 60, et qui prend ses sources... Tout porte à croire qu'il a été conçu comme ça. Oui, le système... Quitte à ce que les Africains se réveillent un jour. Naturellement, on peut le dire, mais la difficulté ici, c'est qu'on n'a pas prévu la qualité du réveil. Quand vous regardez la qualité du réveil africain, c'est un réveil africain qui met la France dans de sérieuses difficultés. Un réveil brutal. Oui, un réveil assez brutal qui n'a pas forcément été prévu. Parce que quand vous regardez la situation économique de la France qui se retrouve être obligée de donner la gestion de la francophonie
au Rwanda, la France qui se retrouve être obligée de revoir et de reconcevoir sa politique de gestion économique parce que la plupart des grands partenaires pour l'économie française se retrouvaient dans ces pays de l'Afrique, mais la France est obligée de chercher maintenant en Asie, en Océanie, des partenariats pour permettre aux entrepreneurs français de trouver une porte de sortie. La France qui se retrouve obligée de vouloir se prêter à l'exercice de rester dans le cadre des BRICS et non plus seulement dans les circonscriptions des institutions de Bretton Woods. La France qui parle d'autonomie stratégique et c'est suite à tous ces événements qui ont marqué une sorte de rupture stratégique entre la France et ces pays africains qui ont conduit le leadership français à aborder toutes ces notions d'autonomie stratégique, de vouloir diversifier les possibilités économique, de commerce et d'échange. Donc, vous voyez, aujourd'hui, tout ce qui se passe n'a pas été prévu de cette façon par les Français. Et aujourd'hui, les experts français, les diplomates, les scientifiques de tout ce qui est social sont en train de faire un travail formidable pour remettre la France sur les rails d'un développement économique. Alors, dans le rapport publié par le Centre de recherche internationale de Sciences Po en France, on a constaté que dans leur rapport publié, il y a des pays où une enquête a été menée. Il s'agit du Niger, du Bénin, du Gabon, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et du Tchad. Parmi ces pays, ils ont constaté que c'est dans ces pays qu'on a quand même un sentiment anti-français assez visible. Pourquoi ? Alors, il faut dire que la plupart de ces pays que vous venez de citer sont restés dans le giron de la France depuis la période de décolonisation. Et les entreprises françaises sont hautement basées dans ces pays. Et quand vous poussez la curiosité plus loin, et vous allez même en France, vous allez vous rendre compte que la diaspora africaine en France est beaucoup plus une diaspora qui est représentée par ces pays-là. Les Nigériens en France. Bah oui, mais il y a deux pays qui ne sont pas cités dans ce rapport. On a le Sénégal qui n'est pas cité, on a le Mali. Quand on sait quand même que en France, ces deux pays ont quand même une diaspora assez forte. Oui, il faut dire que lorsque vous prenez le Sénégal, la dynamique de coopération entre la France et le Sénégal n'a jamais été réellement rompue, si ce n'est à la suite des élections de Diomaye Faye et d'Ousmane Sonko, qui n'ont pas rompu la dynamique, mais qui ont attiré l'attention sur le fait que cette dynamique devrait changer. Se faire autrement. Exactement. Donc, entre le Sénégal et la France, c'est une histoire de coopération qui est assez intéressante. Même si on parle d'un sentiment anti-français, le cas du Sénégal est tout autre. Quand vous prenez maintenant le cas du Mali. Alors, le Mali et la France, c'est aussi toute une histoire. Je t'aime moi non plus. Et donc, malgré le fait qu'on ait assisté à des échanges, des interactions assez violentes entre la France et le Mali en matière de coopération, il y a quand même eu une nécessité de maintenir un couloir de communication et de conversation à cause du facteur que vous avez évoqué plus tôt, le facteur de la diaspora et de la communauté malienne en France. Mieux, qu'on le veuille ou non, la France continue d'avoir d'intérêts assez considérable au Mali. Ce qui fait que la France ne peut pas citer le Mali comme forcément étant un État où ses intérêts sont terminés et qu'il n'y a plus espoir de retourner. Et rassurez-vous, la France continue de penser revenir dans chacun de ces pays plus tard. Mais il faut juste qu'elle trouve une stratégie pour pouvoir passer cette période assez difficile de coopération. Donc c'est ce qui pourrait expliquer le fait qu'on ne cite pas le Sénégal et le Mali, encore que
j'hésite par rapport au fait qu'on n'ait pas cité le Mali, puisque depuis un certain temps, on sait que quand vous regardez la relation entre le Mali et la France, c'est la relation la plus difficile auquel on ait assisté ces derniers jours, et le débois de la France dans les pays concernés ont commencé avec le Mali. Le Mali qui n'a pas hésité à dire devant la communauté internationale que la France était à l'origine de tout ce qu'il y a comme déstabilisation politique au Mali et soutenait certains acteurs de cette déstabilisation. Alors, aujourd'hui, certains estiment que c'est le côté des informations de la France qui est dénoncé au niveau du vieux continent. Ça, c'est le premier volet. Et puis, est-ce que c'est la présence russe qui est venue un peu ouvrir les yeux à la jeune génération africaine? Déjà, il faut comprendre que la désinformation, c'est une stratégie qui est utilisée par la plupart des acteurs, mais de façon assez stratégique pour que ce ne soit pas rattaché directement à eux. Maintenant, c'est des choses qui tombent sous le coup de ce qu'on appelle la théorie de conspiration. Est-ce qu'il est établi que la France fait de la désinformation? Je ne saurais le dire parce qu'il n'y a pas forcément une étude qui montre que c'est le cas. Donc, dire que c'est cette désinformation qui fait que peut-être les Africains se retrouvent dans cette dynamique, c'est aller dans un aspect de l'analyse qui n'est pas forcément scientifique. Maintenant, pour ce qui est de l'arrivée de la Russie, non, vous savez, la Russie s'est comportée comme un larron qui saisit une opportunité. La Russie a compris que les pays africains concernés se sont retrouvés dans une dynamique où la frustration née de la présence des partenaires traditionnels et surtout de leur incapacité pratique, je précise, incapacité pratique à pouvoir faire reculer tout ce qui constituait une menace pour la stabilité de ces pays-là, tout ce qui déstabilisait ces pays sur le long terme, a créé une frustration énorme, un mécontentement sérieux qui a poussé la plupart de ces pays à vouloir regarder vers d'autres partenaires. Et dans le même temps, la Russie, qui, dans une confrontation géopolitique avec la plupart de ces pays, a dit, écoutez, si ils n'ont plus d'amis de l'autre côté, étant donné que l'ennemi de mon ennemi est mon ami, autant aller et proposer aux Africains ce dont ils ont besoin parce que j'en ai les capacités. Et vous allez voir, la Russie est arrivée dans ces pays avec un seul projet de départ, qui est celui de la coopération sur le plan militaire et sur le plan de l'armement. Voilà. Alors aujourd'hui, est-ce que la guerre au Sahel n'est pas venue mettre un peu à nu les failles sécuritaires de la France en Afrique? La guerre au Sahel. Alors, est-ce qu'on peut parler de guerre, disons les conflits et l'insécurité grandissante? Voilà, au Sahel. Oui, je partage entièrement votre point de vue par rapport à comment est-ce que cela peut être perçu. Effectivement, on peut considérer que l'insécurité grandissant au Sahel a chamboulé tout ce qui est coopération entre la France et ces pays. Sur quelle base? Sur la base que la plupart même de ces pays considèrent que si nous avons l'insécurité au Sahel aujourd'hui, c'est surtout parce que la France a déstabilisé la Libye. Il y a plusieurs pays, il y a plusieurs chefs d'État africains qui n'ont pas hésité à le dire. Le feu Idriss Déby l'a dit devant les caméras que si toute la zone se retrouve dans cette insécurité, c'est surtout parce que la France s'est permis avec le reste de la communauté internationale de venir déstabiliser la Libye, de retirer du leadership. Oui, mais lorsque la France a décidé de le faire, ils n'ont pas dit non. Vous savez, quand vous dites ils n'ont pas dit non, je me pose la question de savoir il représente qui? Est-ce qu'il s'agit de l'Union africaine ou il s'agit des pays africains? Des pays africains. Alors, déjà, permettez-moi de vous dire que s'ils n'ont pas dit non de façon officielle, ça signifie pas qu'ils n'ont pas dit non de façon officieuse.
Parce que de façon officielle... les peuples n'ont pas besoin des réponses officieuses. Les peuples ont besoin des réponses officielles. C'est ce qui justifie la cote de popularité de ces pays-là, comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger, qui ont décidé d'avoir un langage officiel de rupture au lieu de se contenter d'un langage officieux. Mais je vous explique le contexte dans lequel il est tellement difficile d'avoir un langage officiel de rupture. C'est un contexte qui a été conçu pour maintenir la dynamique dans cette logique. Pourquoi? Parce que la plupart des pays concernés dépendent de la coopération avec les partenaires traditionnels pour l'alimentation de leur budget national et donc pour la subsistance et l'existence même de leur action, de leur programme d'action gouvernementale. Parce que lorsque vous êtes dans l'incapacité de satisfaire aux besoins de votre programme d'action gouvernementale, vous pouvez faire face à un soulèvement et vous pouvez faire face à des manifestations et donc naturellement vous pouvez vous retrouver je vais parler de vivre un coup d'état social et que personne ne pourra vous aider. Donc c'est ce qui fait et qui freine la capacité des chefs d'État parfois à prendre des positions officielles assez manifestant la rupture. Alors vous avez parlé de budget et cela m'amène à vous poser cette question. Selon cette enquête du CERI, on a constaté que le rejet français en Afrique est surtout lié au franc CFA, presque 95%, peut-on dire. Alors, dites-nous un peu, est-ce que, avec le franc CFA, si jamais le franc CFA n'était plus utilisé dans ces pays-là, la France perdrait complètement la face au niveau européen? Alors, je pense déjà que je ne suis pas trop d'avis avec les résultats de la recherche. Pourquoi? Parce que oui, la question du franc CFA est importante et a probablement, certainement contribué à ce à quoi on assiste. Mais il faut rappeler que la question de l'insécurité est la goutte d'eau qui a permis de se retrouver dans une dynamique de rupture. Et il faut dire que cette question de sécurité prend un espace considérable dans la situation et le mécontentement et la frustration ou sinon les frustrations des populations. Maintenant, pour en revenir au franc CFA, si aujourd'hui on devrait mettre franc au franc CFA, ça signifie qu'il faudrait avoir un système économique qui permet de jouer le même rôle, voire mieux, pour les Africains. La construction d'un système pareil, naturellement, prend un certain temps et doit prendre en considération plusieurs facteurs, surtout si on veut parler de monnaie unique pour la plupart des pays concernés. On parle d'une initiative éco et on sait combien de temps ça a pris pour négocier, on sait combien de temps ça prend même pour accepter et on est là pour voir jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a encore des situations à régler, les situations politiques, mais après les situations politiques, il faut régler les considérations économiques qui impliquent le niveau de capacité de chaque État pris individuellement dans son apport économique à la masse globale ou régionale des États. Et nous avons des difficultés à ce niveau parce que quand vous prenez l'économie béninoise, l'économie nigériane, l'économie ghanéenne, ce ne sont pas des économies qui ont le même niveau. Et donc il faudra déterminer les critères d'adhésion même à cet espace éco et la capacité maintenant des États à pouvoir tenir dans cet espace éco et pourquoi pas énumérer la perte. On a vu le Brexit, on a vu les difficultés que la Grèce a eues à intégrer même l'espace de la monnaie euro et tout cela. Donc je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui font que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne se détache pas encore de ce système de franc CFA qui est un système assez dangereux pour le développement de ces pays. Dernière question pour sortir de ce sujet, vous allez répondre très rapidement, vous êtes en train de sourire, vous ne connaissez pas encore la question. Est-il vrai qu'en Afrique, tant que tu réponds aux exigences de Paris en tant que chef d'État, tu es un bon démocrate? Robert Bourgi l'a dit dans son livre que l'un des critères, c'était qu'il fallait répondre, surtout financièrement, et sans trace officielle. Et il a expliqué comment est-ce que ça devait se passer. On a entendu Laurent Gbagbo aussi dire
Paris a demandé de l'argent et donc j'ai envoyé parce que c'est Paris qui a demandé. Donc, c'était un critère pas officiel, mais très important pour qualifier un leader et son état de pays démocratique. Et vous croyez que c'est toujours d'actualité? Bon, je ne pense pas. Peut-être qu'on attend l'après Macron. Peut-être qu'après Macron, on va avoir des révélations. Mais déjà, je pense que même si ça devait être d'actualité, on ne devrait pas entendre des choses comme je vais le vitrifier, comme on a entendu dit dans le livre de Bourgie. Ok, d'accord. Là, nous nous rendons du côté du vieux continent. Réunis à Budapest, l'Europe a tenté de sauver la face suite au retour de Donald Trump. Une quarantaine de dirigeants du vieux continent se sont réunis à Budapest juste après l'élection de Donald Trump. Oui, ce que vous venez de dire confirme encore une fois de plus l'influence des États-Unis sur l'Europe. On pensait qu'après le plan Marshall et l'évolution du monde, que cette influence n'existait plus vraiment. Mais on a vu qu'avec l'initiative de l'OTAN, elle est quand même restée. Mais on ne savait pas que l'aspect coopération et économie était aussi influente. Mais aujourd'hui, on se rend compte. Pourquoi est-ce qu'une quarantaine de leaders se réunissent? C'est parce que la dynamique Trump a été très claire sur d'abord la nécessité pour les pays européens de prendre leurs responsabilités sur le plan de la sécurité, alors que l'Union européenne a déclaré il n'y a pas longtemps qu'ils sont dans une difficulté stratégique en matière de sécurité, que s'il devait y avoir une instabilité globale, que l'Union européenne n'est pas prête pour se défendre. Mieux, sur le plan économique, Donald Trump a annoncé la nécessité de créer des taxes qui seront payées et qui vont, d'une certaine façon, protéger l'économie américaine et compliquer la vie à l'économie de la plupart des pays européens qui sont en coopération et qui vendent leurs produits sur le marché américain. Et donc, il y a de quoi mobiliser ces pays afin qu'ils réfléchissent à la stratégie adoptée pour adoucir l'initiative Trump, parce qu'ils ne peuvent pas arrêter l'initiative Trump. Trump va faire ce qu'il a dit qu'il va faire. Maintenant, ils peuvent mettre en place des mécanismes pour adoucir cela, pour que ce ne soit pas drastique, avec des conséquences assez terribles pour leur économie. Alors, Morgane, j'aimerais comprendre pourquoi est-ce que les dirigeants européens ont profité de ce sommet pour essayer de jauger leur unité. Est-ce que l'unité de l'Union européenne est en mal? Depuis très longtemps, cette unité est en mal. L'unité de l'Union européenne est en mal depuis l'initiative Brexit. Il n'y a pas que le Brexit qui est une manifestation de cette volonté de certains États au sein de l'Union européenne de vouloir retrouver leur liberté d'action. Aujourd'hui, le processus d'intégration de l'Union européenne fait croire à un certain nombre d'acteurs politiques et même de citoyens qui ne sont plus libres. Ils estiment que leur liberté est dissoute exactement dans l'Union européenne. Ce qui est tout à fait normal lorsqu'on parle d'intégration, puisque vous donnez une partie de votre souveraineté à la structure d'intégration quand il s'agit d'intégration politique. Et si vous cherchez une manifestation d'intégration politique dans le monde, l'Union européenne est un cas d'école. Mieux, quand vous regardez les dynamiques politiques au sein des États de l'Union européenne pris individuellement, tous ces pays qui ont favoriser le progrès significatif de l'Union européenne pour que l'Union européenne devienne ce que cette union est aujourd'hui, sont en train de perdre du terrain. On a une montée du nationalisme qui montre qu'il y a une rupture de dynamique. On ne veut plus aller dans ce sens. Il y a cette envie de ne plus aller dans ce sens qui existe au sein de plusieurs pays qui sont là au niveau de l'Union européenne. Donc si aujourd'hui, ils décident de se rassembler pour essayer de jauger leur capacité à se mettre ensemble, c'est tout à fait logique et compréhensible. Mais s'il ne suffit pas de se réunir, parce qu'il y a des problèmes assez pertinents au sein de cette union-là. Le scandale de corruption qu'on a eu, on n'a plus de suite,
Techniquement, peut-être que c'est parce que nous sommes loin, mais on n'a plus de suite puisqu'il y avait plusieurs personnes mises en cause avec ce scandale de manne d'argent qui avait été distribué. Exactement. Donc, vous voyez, il y a plusieurs choses aujourd'hui qui remettent en cause l'union européenne, mais qui ne remet pas en cause la dynamique d'intégration de cette union. Alors, lors de son discours, au cours de ce sommet, le président français Emmanuel Macron a invité tous les dirigeants du vieux continent, tous les citoyens du vieux continent à un réveil et surtout un sursaut patriotique. Est-ce que pour lui, cette fois-ci, avec le retour de Donald Trump aux affaires du côté de la Maison-Blanche, ça passe ou ça casse? Alors, déjà, est-ce que le président Emmanuel Macron de 2024, de novembre 2024, est suffisamment outillé pour lancer cet appel? Ben, il l'a fait quand même. Il l'a fait, mais... Vous voulez dire qu'il a mis les charrues avant les bœufs, c'est ça? Je doute de l'efficacité... Par cet appel, est-ce qu'on peut dire qu'il a mis la charrue avant les bœufs? On peut le dire. Bah, ils ont déjà eu à fonctionner avec Donald Trump. Donc, que Donald Trump revienne, ils se disent forcément que la donne ne va pas changer. Il se trompe sur plusieurs paramètres. Ah ouais. Même si la donne alors ne va pas changer, oui, deux premiers paramètres, le Donald Trump qui est là aujourd'hui a fait un travail remarquable et formidable pour être là. Et donc, il n'est plus là dans une dynamique d'action sans réflexion. Vous voulez dire que c'est Donald Trump repenti? Pas repenti, mais plus cadré par rapport à ses objectifs. Il a pris de l'expérience et il a une vision assez précise de ce qu'il a à faire. Et j'ai l'impression, quand je regarde tout ce qu'il est en train de faire, les déclarations qui sont en train de sortir, ses prises de position et les actions qu'il est en train de préparer, il a dit que dès qu'il entre, il est élu, il est président élu, pas encore président en exercice, lorsqu'il est président élu, qu'il va appeler M. Zelensky, il va appeler Vladimir Poutine et il va leur faire comprendre la nécessité d'avoir un deal. Et il a appelé les deux. On a été informé du fait qu'il a passé un coup de fil. Le 7 novembre. Aux deux. Juste après son élection. Donc c'est pour vous dire qu'il est dans une dynamique de résultats. Mais de résultats encore plus qu'il était dans sa première... disons, dans son premier passage à la tête du pouvoir. Donc aujourd'hui, c'est clair et net qu'il ira dans cette dynamique, mais l'Union européenne, avec l'appel du président Macron, est aussi dans une dynamique de pouvoir maintenir l'Union stable. Et c'est cette stabilité qu'ils sont en train de vouloir rechercher. Ils devraient réellement travailler à l'intérieur de l'Union européenne plutôt qu'à regarder l'option États-Unis. Parce que Donald Trump est dans une dynamique d'America First. C'est-à-dire pour lui, tout ce qui ne permet pas de renforcer le tissu économique des États-Unis à l'interne, qui ne permet pas de sauvegarder l'honneur, l'honorabilité des États-Unis à court terme, il n'est pas dans du long terme, forcément, il est dans du court terme, il veut des effets immédiats. Tout ce qui ne va pas dans ce sens, il ne va pas accorder de l'importance à cela. Alors qu'on sait bien que la coopération entre les États-Unis et les pays de l'Union européenne sont des coopérations sur le long terme pour les États-Unis. C'est des investissements qui vont forcément porter des fruits sur le long terme. Et c'est ce que les États-Unis ont toujours fait dans une certaine mesure, qui font qu'on leur a donné ce nom de gendarme du monde. Alors, je me pose la question de savoir, est-ce qu'avec ce retour, il sera facile pour les Européens, les 4 ans à venir, de faire taire leurs querelles? Parce qu'on sait qu'au niveau du vieux continent, les querelles, il y en a beaucoup. Les Européens ne vont pas faire taire leurs querelles parce que les querelles ne dépendent pas forcément des questions de sécurité régionale et des questions économiques régionales. Les querelles dépendent surtout des questions de souveraineté et de dépendance, pour ne pas dire d'interdépendance. Quand vous regardez les questions d'interdépendance, quand on prend l'immigration par exemple, on sait ce que l'Italie reproche aux autres pays de l'Union européenne. C'est de laisser l'Italie faire face seule à cette immigration massive. Quand vous prenez la France, vous prenez l'Allemagne, vous savez qu'au sein, à l'intérieur même de l'Allemagne, il y a des acteurs politiques
qui ne conçoivent pas l'idée d'un partage des responsabilités. Quelqu'un dit que l'Italie, l'Espagne, c'est juste des pays de passage. Bah, les gars, ils passent pour aller ailleurs. Mais ils ne sont pas d'accord pour cela. Ils ne veulent pas, tous au sein de l'Union européenne, ne veulent pas forcément avoir des immigrés ou des migrants dans leur pays. Mais ils n'ont pas le courage à cause des dispositions juridiques du continent. Ils ont adopté des dispositions juridiques qui défendent le droit de ces personnes-là qui quittent leur pays, de venir dans leur pays. Et ça pose aujourd'hui un problème de la communauté et sociétale dans chaque pays pris individuellement et de façon globale. Donc ce n'est pas le comportement de Donald Trump. Au contraire, peut-être que certains au sein de l'Union européenne vont, après avoir tiré le son du dernier passage de Donald Trump, vont commencer par prendre leurs dispositions et je ne vais pas dire exacerber, mais faire en sorte que les querelles éclatent et qu'ils trouvent des solutions plus ou moins définitives à leurs querelles internes plutôt qu'à trouver un palliatif pour les mesures qui seront prises de l'autre côté par Donald Trump. Alors, tout à l'heure, vous l'avez abordé, vous avez rapidement parlé des partis nationalistes. Nous savons que partout en Europe, au cours des dernières élections qui se sont passées, pardon, ces partis nationalistes ont pu tirer leur épingle du jeu, ont réussi à avoir une certaine assise, qu'on le veuille ou pas. Alors aujourd'hui, est-ce que le président américain pourrait éventuellement se servir de ça pour redéfinir la politique américaine au niveau du vieux continent? Je pense que c'est plutôt les partis nationalistes de ces pays européens-là qui vont se servir de l'élection du président Donald Trump pour prendre possession complètement. Pourquoi est-ce que Trump, lui, ne pourrait pas se servir de ça? Parce qu'il n'a pas forcément grand-chose à faire avec de cela. Vous savez, il y a le président Trump aujourd'hui se considère plus ou moins comme un messie. Il se dit que sa responsabilité, c'est de remettre les États-Unis sur les rails. Il prouve par A plus B que les États-Unis ont déraillé et les élections montrent, dans une certaine mesure, que la plupart des Américains pensent aussi comme lui que les États-Unis ont déraillé et qu'il faille mettre les États-Unis sur les rails et qu'il est la personne nécessaire. 4 ans, ça passe très vite. Donc, techniquement, il n'a pas le temps d'exploiter les faiblesses des États européens. Et c'est un peu ce à quoi on va assister si d'aventure Donald Trump reste dans sa logique de messie et de celui qui doit remettre sur pied les États-Unis. Donc, il n'aura pas forcément un intérêt particulier à exploiter les faiblesses des États européens avec la montée des partis nationalistes, mais plutôt eux, ils vont utiliser... Les partis nationalistes, ceux qui tirent leur épingle du jeu. Exactement, en observant et en indiquant ce qui se passe aux États-Unis à leur population pour leur montrer que c'est le chemin à suivre. Maintenant, est-ce que c'est vraiment le chemin à suivre pour tout le monde? C'est tout un autre débat. Alors, quels sont les défis immédiats du vieux continent suite au retour de Donald Trump? Je pense qu'en parlant de médias, les médias occidentaux vont devoir se remettre en cause, largement. Parce que quand vous suivez les différentes couvertures auxquelles on a eu droit, que ce soit par rapport au conflit Russie-Ukraine, que ce soit par rapport à ce qui se passe de l'autre côté de la Palestine avec Israël, et même les élections aux États-Unis, on constate aujourd'hui avec grande désolation qu'il y a ce qu'on appelle en anglais du bias, qui a eu une couverture et peut-être des positions plus ou moins biaisées dans l'appréciation de ce qu'est la réalité du terrain. Et donc, aujourd'hui, la meilleure chose à faire par les médias européens, c'est de revoir leur façon d'apprécier la réalité des faits et surtout de donner beaucoup plus d'attention à ce que veut, ce qui se fait concrètement et ce que veulent les populations. Parce qu'ici, il s'agit d'envoyer aux populations suffisamment d'informations pour que ces populations prennent des décisions constructives, il faudra revoir la façon de procéder, s'appuyer sur des faits réels, sur des analyses
constructive et ne pas forcément prendre parti. Parce qu'on a eu l'impression, sur toutes ces situations que je viens de citer, qu'il y a eu un parti pris par un certain nombre de médias du continent. Et ça, ce n'est pas très encourageant lorsqu'on est citoyen européen et qu'on se rend compte qu'il faut plus se fier techniquement à ces médias, et j'espère qu'ils vont réussir leur coup en ramenant les citoyens européens à comprendre que c'était des erreurs et que maintenant ils sont de plus en plus fiables. Alors, parlons toujours d'Emmanuel Macron. Lors de ce sommet, il a déclaré, je cite, « Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester herbivores, les carnivores gagneront et nous serons un marché pour eux. » Alors, je pense au moins qu'il serait pas mal pour nous, Européens, de choisir d'être des omnivores. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, déjà, il faut dire que c'est assez encourageant d'écouter le président Emmanuel Macron se qualifier d'herbivore. Omnivore. Bah oui, bon, allons-y. Oui. Voilà, allons-y. Dans un contexte international où on sait que le rapport de force est important. Et donc, il vient de reconnaître de façon plus ou moins express que l'Europe et les pays européens pris individuellement n'ont pas un rapport de force qui puisse tenir face à un certain nombre d'institutions, en l'occurrence les États-Unis, l'Asie et j'en passe, peut-être même la Russie. Il souligne la nécessité pour ces États-là de se mettre ensemble et de changer les fusils d'épaule. Et ce n'est pas la première fois. On a entendu le président Emmanuel Macron parler d'autonomie stratégique. Et il l'a fait quand? Après sa visite en Chine. Alors, on a une difficulté à suivre les actions et les mots. Parce que quand vous parlez d'autonomie stratégique et de la nécessité de revoir un certain nombre de facteurs et que vous allez en Chine pour négocier plusieurs marchés avec la Chine et que vous souhaitez rejoindre les BRICS, ne serait-ce que pour... membre observateur. Pour observer, mais je sais qu'il y a beaucoup de négociations. D'accord. Alors donc, c'est difficile à comprendre. Et il y a même une crise, plus ou moins, de confiance au sein de l'Union européenne. J'espère que la sincérité des propos du président Emmanuel Macron, d'abord, est effective et que les autres chefs d'État vont seront réceptibles à ces propos, parce qu'effectivement, il est nécessaire qu'ils soient des omnivores. Qu'ils se lèvent. Okay. Je dirais cela de la façon la plus simple possible. D'accord. On a constaté aussi, pour sortir de ce sujet européen, on a constaté également qu'il y avait la Turquie qui était présente à ce sommet, et lors de la cérémonie de clôture, dans son discours de clôture, le Premier ministre hongrois a lancé un appel, et dans cet appel, il disait, je cite, « L'histoire s'est déjà accélérée avec le retour de Donald Trump et dans les futures négociations avec l'Ukraine, l'Europe doit être un acteur majeur. » Donc, est-ce qu'il serait possible que l'Europe soit un acteur majeur, ou alors tout va se décider du côté du Kremlin et de Washington? Non, vous savez, quand il parle de l'Europe comme acteur majeur, il sait pertinemment que c'est juste des propos pour attirer l'attention de l'Europe sur le fait qu'il faille se mettre ensemble et commencer par chercher d'autres perspectives, qu'il faille changer de position parce que la dynamique a changé. L'Europe ne peut plus continuer à maintenir la position que l'Europe adoptait lorsque le président Joe Biden était là, lorsque les démocrates continuaient de gérer, parce que Donald Trump a une vision totalement différente. Et donc, le risque, c'est que si l'Europe maintient sa position, l'Europe va se retrouver à se faire très mal. Et si l'Europe se fait très mal, ça signifie que les États-Unis, la Russie et l'Ukraine vont certainement s'asseoir autour de la table et faire un deal, alors qu'il y a des marchés de reconstruction qui devraient techniquement, si on regarde la dynamique d'investissement... À ce niveau, Trump sera partant pour reconstruire, pour que les États-Unis gagnent les marchés.
la problématique, c'est l'Europe risque de voir tout, de ne pas être associée à cette reconstruction. Et là, c'est difficile. C'est pour cela que le Premier ministre hongrois a raison de dire qu'il faudrait que l'Europe soit un acteur majeur. Un acteur majeur en revisitant sa position, en ajustant sa position et en se concentrant sur les intérêts de l'Europe. Est-ce que l'Europe a intérêt à garder l'ancienne position? Je ne pense pas. Donc, il faudra prendre la nouvelle. Justement, parlant d'acteurs majeurs, certains ont cru que le Qatar allait être un acteur majeur dans la médiation entre Israël et Hamas, mais coup d'épée doit décider de suspendre sa médiation. Tu l'as compris, hein, là, nous sommes du côté du Moyen-Orient. Alors, Israël-Hamas doit jeter l'éponge. Oui, c'est compréhensible. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. C'était prévisible? Vous avez vu ça venir? Je ne dirais pas cela. D'accord. Mais je comprends que Doha jette l'éponge pour plusieurs raisons. Bizarrement, au lendemain de la venue d'eux. Donc, continuons. Vous voyez que c'est mieux de ne plus élaborer. Non, il faut élaborer. Non, mais c'est ça. Donald Trump est arrivé. La dynamique change. Les motivations de Doha, du Qatar, dans la nécessité de résoudre ce conflit, sont partis en fumée avec l'arrivée de Donald Trump, techniquement. Parce que la relation Trump-Netanyahou et le reste du monde est une relation qui pourrait même mettre fin aussi à cette crise-là, du moins pour ne pas dire à cette crise, mais mettre fin au comportement d'Israël. Oui, mais certains avaient déjà vu, hein, très loin, que le Qatar ne pouvait pas tenir ses négociations. Certes, ils ont eu à aider à ce que certains otages soient libérés, mais lorsque les uns et les autres ont fait lecture, ils ont été quand même unanimes que le Qatar ne pouvait pas tenir sur la durée. Est-ce que vous êtes d'avis? Vous savez, d'un point de vue objectif, en parlant de la capacité du Qatar à pouvoir servir de médiateur, le Qatar n'est même pas techniquement qualifié si on veut entrer dans l'histoire du Moyen-Orient, de ce qu'est la population et de tout ce qu'il y a eu comme conflit au Moyen-Orient, la question des chiites et des sunnites et de tout ce qui va avec. On pourrait dire que le Qatar n'est pas qualifié. Mais tenant compte de la relation qui existe entre le Qatar et les États-Unis, et l'importance des États-Unis dans ce qui se faisait au Moyen-Orient, le Qatar était bien parti. Parce que vous savez, dire que c'est le Qatar qui sert de médiateur, c'est plus intéressant que de dire que ce sont les États-Unis. Le Qatar était d'une certaine façon... Parti. Exactement. Ah, oui. Hein? Donc c'était un médiateur. Un parti pris quand même. Voilà, par procuration. Il fallait que les États-Unis trouvent un État qui pourrait servir de médiateur et quand même continuer à aller dans le sens des intérêts des États-Unis. On sait quand même que le Qatar abritait le bureau politique du Hamas, mais nous avons constaté qu'ils ont décidé de rompre sans toutefois mettre fin à l'action du bureau politique du Hamas. Comment comprendre? Oui, déjà, c'est toujours dans une perspective de protection de leurs intérêts. Et le Qatar n'a pas la capacité de mettre fin à l'action politique du Hamas. Ben oui, mais ils continuent d'héberger le bureau. Alors, est-ce que lorsqu'ils ont décidé de rompre, est-ce que c'était pas aussi un moment, une occasion de stopper quand même, d'arrêter d'héberger le bureau politique du Hamas? Pas forcément, parce que l'hébergement de ce bureau politique n'est pas conditionné uniquement à la décision de rompre la dynamique avec le Hamas. Il y a eu tout un ensemble d'accords qui devraient normalement, si on doit s'en tenir à cela, donner le temps au Hamas de se repositionner, parce que le Qatar n'a pas besoin de demander même au Hamas de partir. Le Hamas, naturellement, doit déjà commencer par regarder d'autres perspectives de géolocalisation pour pouvoir être efficace dans sa lutte politique. Donc, je pense que ce n'est qu'une question de temps. Oui, est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui estiment que c'est aussi une façon un peu masquée du Qatar de lâcher le Hamas? Une façon masquée, non. C'est assez clair. Et ça montre encore que le jeu des intérêts est très important au niveau du comportement des acteurs de la scène internationale et surtout des États. Aujourd'hui,
ce n'est pas une affaire de conviction qui permettait, on peut le dire aujourd'hui avec aisance, ce n'est pas une affaire de conviction qui permettait forcément au Qatar d'abriter le bureau politique du Hamas. Mais c'était beaucoup plus une affaire d'intérêt. Vous savez, le Hamas est une institution politique. Et normalement, les échanges entre le Hamas et Israël devraient être possibles par le biais du Qatar, pour ne pas dire par le biais des mêmes États-Unis qui se retrouvent derrière le comportement du Qatar. Et ça n'a pas fonctionné comme il le devrait, pas parce que le Hamas ne voulait pas que ça fonctionne. On a compris depuis un certain temps que la dynamique qui empêchait la matérialisation d'un certain nombre d'accords, tout au moins, entre les parties, c'est bel et bien la nécessité pour Israël de montrer au monde entier que Israël reste Israël et peut mettre hors d'état de nuit toute institution qui s'aventurerait à causer dommage à Israël. Et c'est ce qui fait qu'on est encore dans cette dynamique. Alors, dans le communiqué rendu public par l'Émirat, le Qatar a écrit, je cite, « La diplomatie reprendra lorsque les parties feront preuve de volonté et de sérieux dans les négociations, dixit la diplomatie qatarienne. » Alors, est-ce que ce n'est pas un aveu d'échec? Pas du tout, pas du tout. J'aurais bien aimé que le Qatar dénonce le manque de sérieux des parties depuis longtemps et non révéler cela lorsqu'elle est en train de lorsqu'elle est en train de partir, parce qu'effectivement tout le monde s'est rendu compte sur la scène internationale qu'il y a un manque de volonté des parties. Des uns et des autres, dans une certaine mesure. Mais surtout, on a compris qu'il y a quand même une dynamique de rétribution qui semble ne pas encore être suffisamment consommée par Israël. Israël continue d'avoir le besoin d'envoyer un message clair à la communauté internationale et à toutes ces institutions, pour ne pas dire ces organisations qu'il qualifie de terroristes et de criminels. Donc, tant que Israël n'admet pas avoir fait passer son message et qu'il est temps maintenant de passer à la négociation, le sérieux va toujours manquer. Mieux, Israël a pris la peine d'éliminer la plupart des leaders avec lesquels il était en pleine discussion. Donc, le caractère peu sérieux des acteurs n'est pas quelque chose de nouveau et c'est quelque chose qui devait être déjà décrié depuis très longtemps par toute institution étant en charge de la médiation. Alors, permets-moi de revenir à la charge, Morgane. Lorsque dans ce communiqué, le Qatar même stipule que le bureau politique du Hamas n'a plus, à Doha, je précise, n'a plus sa raison d'être, sans toutefois nous dire si le bureau sera fermé ou pas, alors on se pose la question de savoir à quoi joue le Qatar. Le Qatar ne joue pas. Il fait quoi alors? Le Qatar constate les faits. Le Qatar observe. Le Qatar dit les choses telles qu'elles sont. Pourquoi? Parce que... mais c'est un État souverain, c'est un émirat souverain. Ils peuvent décider que, oui, le bureau politique n'a plus sa raison d'être. Par la même occasion, dans la foulée, on ferme le bureau. Non, on ne peut pas fermer le bureau parce qu'on n'a pas dit que le bureau ne peut pas continuer à négocier. On a dit que le bureau n'a plus sa raison d'être, c'est-à-dire le leadership de ce bureau, aujourd'hui, est difficile à identifier. On ne sait pas qui dirige le bureau politique du Hamas. Le fils de Sinoir, on ne sait pas. Voilà. Et donc, le fait qu'on ne sache pas remet en cause toute autorité et toute nécessité de communication. Il n'y a pas de communicateur en face. On ne sait pas à qui s'adresser. Maintenant, est-ce une raison pour fermer? La fermeture reviendrait carrément à rejoindre ce que vous avez dit, un aveu d'échec. Mais le fait de laisser le bureau... Le fait de laisser un bureau, ils ont quand même encore espoir, c'est ça? Ils n'ont pas espoir. Ils estiment que la capacité d'organisation du parti, de l'institution politique qu'est le Hamas, on peut encore lui faire confiance. On va observer et voir dans quelle mesure ce parti va s'organiser pour déjà établir de nouveaux leaders, si cela est nécessaire, et maintenant engager les négociations avec ces nouveaux leaders, même si ce n'est pas le Qatar. Et si le Qatar se permettait de fermer le bureau, ce serait très grave
Pourquoi? Parce que le Hamas, dans sa situation difficile d'aujourd'hui, demain se souviendrait du fait que le Qatar a fermé le bureau parce que le Hamas traverse une période très difficile. Et donc le Qatar n'a aucun intérêt à en rajouter à cette période difficile du Hamas. Donc je pense que c'est un acte assez considérable et acceptable que le Qatar est en train de poser. Alors aujourd'hui, avant-dernière question, avant de mettre fin à l'émission de cet après-midi, est-ce que le moment n'est pas venu de remettre la clé des négociations aux négociateurs traditionnels de tout temps, qu'a toujours été l'Égypte, par rapport à ce conflit Israël-Hamas? Alors, au niveau de ce conflit Israël-Hamas, il ne s'agit pas de remettre les clés de la négociation à quelqu'un. Il s'agit l'Égypte a quand même toujours été le négociateur traditionnel. Il faudrait que l'Égypte manifeste la volonté de vouloir être négociateur. Parce que le dossier Hamas-Israël est un dossier difficile à gérer. Très, très difficile parce qu'une fois que vous vous emmêlez, vous risquez de vous retrouver dans le viseur de l'un comme de l'autre. Surtout de l'un, c'est-à-dire d'Israël. Et donc, toutes les nations y vont avec beaucoup de tact. Le Qatar y est allé parce que le Qatar continue d'être dans de très bonnes conditions avec les États-Unis et aussi Israël. Et on ne va pas dire que le Qatar est dans de mauvaises conditions avec le Hamas. Mais c'est cette situation-là qui permettait au Qatar de pouvoir être dans la négociation, la crédibilité et le relationnel. Mais quand vous prenez l'Égypte aujourd'hui, c'est difficile pour l'Égypte de se rapprocher du Hamas. Parce qu'on sait la relation qui a existé après. L'Égypte n'est plus restée dans une dynamique de communication permanente avec le Hamas. Mais on sait que l'Égypte a reconnu Israël par le biais de la stratégie même des États-Unis et de Trump. C'était à l'époque de Trump que un certain nombre de choses se sont faites avec ces pays du Maghreb. Donc je me dis aujourd'hui que ce serait difficile pour l'Égypte de se positionner comme négociateur traditionnel et donc celui qui est à même de rassembler. On risque plutôt, sur ce dossier du Moyen-Orient, de voir les choses se faire naturellement, de voir les choses arriver sans forcer, de voir Israël dire « je m'arrête » et Israël dit « passons à la table de négociation ». Maintenant, quel Hamas va négocier avec Israël et quel Iran va laisser ce Hamas négocier avec Israël si on tient compte du fait que l'Iran est derrière tout ce qui se passe du côté du Hamas. Mais très rapidement dans la foulée, est-ce qu'avec le retour de Trump, on pourrait éventuellement voir l'Arabie Saoudite au devant de la scène? C'est possible parce qu'il y a une bonne relation entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis, surtout lorsque Trump est dans les parages. Voilà, chers amis internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Le Monde en 52 minutes de ce lundi 11 novembre 2024 où j'ai reçu pour vous Morgane Assogba-Metondi, consultant en géopolitique. Nous avons parlé de ce qui peut justifier le rejet de la France au niveau du continent africain. Vous avez écouté Morgane dans son développement. Il y avait les tenants et les aboutissants. Nous avons parlé du vieux continent, du sommet de Budapest où, suite au retour de Donald Trump, l'Europe tente de sauver la face et nous avons clôturé par le Qatar qui a décidé de jeter l'éponge concernant ces négociations entre Hamas et Israël. Merci de nous avoir suivis et surtout, merci de toujours préférer Israël Télévision pour décrypter toute l'actualité internationale. Retrouvons-nous le lundi prochain quand il sera 16h. Ça se passe tous les lundis sur Israël Télévision, la télévision de l'excellence, tout simplement. Au revoir, bye bye.